Claude François sa mort, vous avez cliqué sur cette émission parce que vous voulez en savoir plus. Alors, vous êtes bienvenus pour la suite. Cette émission est dédicacée à Claude François Junior et à Jean-Marc, les deux fils de Claude François. Mon affection, ma tendresse et mon amour ira toujours vers vous. Puis, je dédicace cette émission à la sœur de Claude François, Marie-Josée, donc, et puis évidemment, je n'oublie pas les Claudettes, Nadine Ligneron, que vous connaissez sous le prénom de Prisca, et puis la capitaine Borg, et puis Carole et toutes les autres Claudettes, Katie et tant d'autres. Et puis j'oublie pas la chaîne Nati Clo-Clo, qui nous a fait de beaux cadeaux, des photographies de Clo-Clo, un grand merci. Ce qui est important, c'est de comprendre ce 11 mars 1978 qu'un grand homme de l'État français qui a marqué l'histoire, Valéry Giscard d'Estaing, a pris cette enquête entre les mains. Peut-être par orgueil, mais plutôt, je dirais, parce que l'orgueil était un peu absent de son vocabulaire, plutôt par curiosité. Ce jour-là, la police envoie chier la première dame de France, soyons mal élevés, c'est-à-dire ne désire pas l'informer sur la mort de Claude François, sur cette tragédie, elle qui est une amie intime et personnelle de Clo-Clo. Clo-Clo ne veut pas dire clochard, mais c'était son surnom. Oui, Anémone, c'est l'amie de Claude François dans la vie. Elle le connaît tellement bien. Claude qui venait aux réunions secrètes de Valéry Giscard d'Estaing, qui a soutenu le mouvement politique. Il avait des opinions politiques, s'il l'a souvent caché. C'était des opinions, voilà, c'était un giscardien. Et on doit le dire aujourd'hui, très haut et très fort. Et son père, Aimé François, était un gaulliste, comme moi, je suis gaulliste. Anémone téléphone et essaie de recueillir quelques informations sur la mort d'un ami. Un membre de la famille politique de Valéry, puisqu'il existe des photos où Claude était venu à ses meetings. Valéry Giscard d'Estaing est dans le poste nucléaire, il s'entretient et sur la sécurité et puis aussi sur son discours politique des législatives 1978 du mois de mars, quand un coup de téléphone le surprend, un petit enfant lui parle au téléphone et lui dit « Savez-vous, monsieur le président, que Claude François est mort ?» Autant dire que Valéry Giscard d'Estaing dira par la suite avoir cru à une plaisanterie, mais il ne voyait pas de qui, et il ne voyait pas comment un petit enfant s'était emparé du téléphone rouge nucléaire, un téléphone d'alerte. Oui, c'est un téléphone que connaissent quelques généraux, éventuellement. Oui, un général peut téléphoner sur ce téléphone. On va dire que sur ce téléphone, quelques centaines de personnes possèdent ce numéro, et justement, Anémone possède le numéro inédit, un vrai téléphone rouge, plus que rouge, puisqu'il n'est même pas sur la liste rouge, c'est un téléphone vraiment présidentiel. Valéry hésite, vous voyez, j'allais me tromper de mot français, il hésite à sortir du poste de sécurité, croyant que finalement c'est une mauvaise plaisanterie, que c'est pas la peine. Il s'attarde même à sortir du poste de sécurité, et puis finalement, quand même, il est inquiet, et décide d'aller prendre nouvelles de Claude François. Voilà que ce nom vient à ses oreilles. C'est à ce moment-là que sa femme se jette sur lui, et lui dit « Il est mort, vite téléphone, on n'arrive pas à avoir la moindre information sur sa mort, on nous cache quelque chose. » La première dame de France pensait que Claude François avait été assassiné, et Valéry Giscard d'Estaing le révèle dans ses confidences pour France Dimanche
ou restez avec nous parce que dans cette émission, il y a une confidence inédite qu'il révèle, enregistrement donc de France Dimanche, collection Wetzel, producteur de télévision française de l'émission À bout portant, c'est pas rien. Valéry explique qu'il est dans les législatives, il a beaucoup de choses à faire, il va passer un petit coup de téléphone, il va quand même faire plaisir à sa femme, il aime tellement Anémone. Mais quand il téléphone, voilà que les policiers sont aussi malpolis qu'ils l'ont été avec sa propre femme. Non, monsieur le président, ne vous alarmez pas. On a l'enquête bien en main, vous êtes en période politique des législatives, c'est pas à vous de vous occuper de ça, on a déjà pris l'enquête et quand on aura des informations, on vous les communiquera, puis toute une conversation assez longue s'entame et le président était agacé au plus haut point qu'on se permette de lui dire ce qu'il a à faire dans la vie. Ça, c'est une chose que Valéry n'aimait pas. Puis il prend la décision, puisqu'il est le président des Français, qu'il va mener lui-même cette enquête et que c'est tout de même plus sérieux que l'information vienne directement de lui plutôt que de personnes qui s'amusent comme ça à bafouer la première dame de France, la rejetant un peu sec et froidement du téléphone. Fait-on ça à la première dame de France? Fait-on une telle misère? Cause-t-on une telle souffrance, elle qui est l'amie intime de Claude et qu'il connaît depuis, pas ses débuts, mais dans la seconde période de sa carrière? Valéry comprend, au fur et à mesure que l'enquête avance, que beaucoup de choses sont cachées sur la mort de Claude François. Il découvrira ce compteur différentiel, il en parle lui-même, et regardez les autres émissions, parce que ces confidences sont très importantes. Mais aujourd'hui, il y a d'autres confidences, c'est des pressions politiques. Il a reçu une pression politique à l'Élysée qui est très secrète, et il est temps de vous communiquer l'information. Cette soirée-là, après une longue enquête, il propose une autopsie qui est refusée. Il va à sa vie politique, il en a assez, il était fatigué, plusieurs heures d'enquête sur la mort de Claude François. Il est temps d'arrêter cette mascarade puisqu'il avait déjà des informations précises que c'était quelque chose de fabriqué, la mort de Claude. Elle a été fabriquée par quelqu'un. C'est l'électricien qui explique sur le compteur différentiel que c'est une fabrication. Claude a pris dans les doigts du 3 ampères, maximum de puissance. On ne peut pas carboniser des doigts en 5 secondes, c'était une mort irréelle. Valéry avait compris qu'avec le refus d'autopsie de la famille François qu'on le prenait un peu pour un imbécile, comme le premier groupe d'enquête qui avait voulu cacher la vérité sur la mort de Claude, cacher cette applique dans un carton, qui disparaît et dont plus personne ne trouvait même l'existence. On ne trouvait même pas son existence dans un carton, comme si qu'elle n'avait jamais existé. Valéry arrive au cœur de cette nuit du 11 mars, où on arrive sur le 12 mars. Du samedi, on passe au dimanche, 12 mars. Le dimanche, tout de même, c'est un jour, généralement on se repose dans la politique, mais n'oublions pas qu'on était dans des législatives et que quand on est dans un week-end politique, on travaille samedi et dimanche en politique. Qui ne sait pas ça? Vous savez que samedi et dimanche, si vous vous reposez, les politiques travaillent le week-end, ça sera un peu leur gloire de bosser le dimanche pour vous faire rire. Celle-ci, je l'ai quand même un peu préparée, cette petite blague de bosser le dimanche. Merci si ça a fait rire 2 personnes. 3, alors là, ma blague est réussie. Mais au-delà de ça, quand on arrive ce 12 mars, ce dimanche, il s'écoule quelques jours, il est paisible, il a des affaires, il a un agenda très précis, Valéry. Et sa femme dira à Anémone que Valéry, dans cette période, avait un agenda de déplacement, il avait plein de choses à faire. Et pourtant, à un moment donné, il se retrouve de nouveau à Paris, à l'Élysée, dans son bureau.
quand un étrange coup de téléphone, une pression politique, le secoue un peu. Fini les pressions de police, on passe à la pression politique. Et dans la mort de Claude-François, il y a eu une pression politique d'un État étranger. Alors que Valéry pensait passer quelques jours à se reposer à l'Élysée, quand on dit se reposer, c'est-à-dire travailler dans son bureau, être à quelques mètres de ses appartements privés, c'est ça se reposer, c'est ne pas avoir à faire 30 km pour rejoindre un hôtel. Comme parfois à l'étranger, c'est le cas, où un président est à 30, 40, 50 km de son hôtel pour éviter des attentats. Que de fatigue de prendre ces voitures blindées où ça roule pendant des heures, de peur qu'il y ait des attentats, on les éloigne de plus en plus de leur hôtel, on évite de dire où ils se trouvent, ces présidents, pour les protéger. Mais là, il se trouvait à l'Élysée, le téléphone sonne et son secrétariat, donc, prévient le président de la République, puisqu'à l'époque, le président ne prend pas d'appel direct. Il a un secrétariat qui dit « Monsieur le Président, on a une personne au téléphone, prenez-vous l'appel ». Et là, Valéry Giscard d'Estaing ne refuse pas cet appel. C'est l'ambassade des États-Unis qui appelle directement en personne le président français Valéry Giscard d'Estaing. Petit souci dans la mort de Claude-François, l'enquête qui s'amorce et dont il va y avoir un jugement qui va être rendu dans les prochains mois. Ce jugement inquiète l'ambassade des États-Unis. Ils sont inquiets parce que Kathleen est américaine et elle doit répondre par rapport à sa nationalité s'il y avait par exemple une procédure contre elle qui s'amorçait par le tribunal, une procédure, un examen plus complet de la mort de Claude-François. Elle serait alors convoquée, elle pourrait même passer des mois, des années en France, bloquée, elle qui travaille dans le mannequinat. On lui rappelle qu'elle travaille, elle est mannequin, elle doit se déplacer en Italie, dans d'autres pays, regagner aussi le territoire américain. Valéry Giscard d'Estaing, au départ, ne cherche pas à influencer l'enquête et pense qu'elle doit se dérouler normalement. Mais la pression est très forte. L'ambassade des États-Unis font comprendre, d'une façon même très claire, que c'est une Américaine. S'il y a un procès, il ne doit pas avoir lieu en France. Et ils demandent comme une faveur que ce procès, s'il a lieu, il puisse avoir lieu sur le territoire américain. Le président rassure l'ambassade des États-Unis, expliquant qu'il n'y a pas de raison légitime. Immédiatement, l'enquête est à peine commencée de se projeter aussi loin dans l'avenir, puisqu'il pensait que ça pourrait durer des années, et qu'elle a le droit de circuler, elle n'est pas interdite de travailler. Simplement, si à un moment donné un juge la convoque, où qu'elle soit, elle devra prendre son avion et regagner la France. Il peut trouver un arrangement de cette manière. Mais l'arrangement ne suffit pas. L'ambassade des États-Unis en veut bien plus. Non, pas de procès en France. C'est un citoyen américain, Kathleen. Le procès aura lieu uniquement aux États-Unis si elle était inquiétée. On parle qu'elle pourrait être inquiétée dans la mort de Claude-François. Inquiétée parce que c'est vrai que la police n'avait pas recueilli son témoignage. Et quelqu'un était inquiet qu'un juge, puisqu'il n'avait pas recueilli son témoignage exact et par écrit et signé de sa main, puisque c'était un témoignage de Marie-Thérèse, qui était signé sur des aveux de Thérèse qui parlaient au nom de Kathleen. Tout ça dans un tribunal pourrait amener un juge à demander une convocation de Kathleen et que par écrit, dans sa langue américaine, elle nous explique la mort de Claude-François détail par détail. Parce qu'à un moment donné, quand le dossier va arriver, c'est ce que explique l'ambassade, ils vont trouver étrange qu'il n'y a pas d'écrit ni le moindre témoignage de Kathleen sur la mort de Claude. C'est Marie-Thérèse qui avait effectué tous les témoignages.
et elle avait signé en toute bonne foi la vérité que Thérèse a dite à la police, selon elle traduit de l'anglais vers le français. Inquiet, l'ambassade des États-Unis, un juge va peut-être demander à voir Kathleen, à l'interroger, à recueillir son témoignage par écrit. Le président rassure que il va jouer de son autorité, chose qu'il n'aimait pas faire à l'époque, mais la séparation des pouvoirs n'existait pas. Il était donc, comme aujourd'hui peut l'être Emmanuel Macron, premier magistrat de France. Quand on dit qu'il y a séparation des pouvoirs, c'est pas si vrai, parce que s'il y avait séparation des pouvoirs, un président ne serait pas le premier magistrat de France, il ne serait pas magistrat du tout. Donc cette séparation existe que sur le papier, comme tant de politiciens l'ont dit. Oui, les politiciens l'ont dit. Le président donc va user du fait qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, et puis confirme sa bonne intention des relations politiques avec Washington, de trouver un compromis avec les juges. Il appellera lui-même la justice et réglera ce problème. Kathleen ne sera jamais convoquée, ni entendue par personne. D'autre part, il confirme que de toute façon, dans le dossier, ayant lui-même enquêté, il n'a pas trouvé d'implication directe dans la mort de Claude-François entre Kathleen et puis son soi-disant futur mari. Mais malgré tout, nous allons voir dans les confidences de France Dimanche, collection Wetzel, que Valéry Giscard d'Estaing en savait beaucoup plus sur la mort de Claude-François et qu'il a protégé Kathleen, protégée d'être entendue non pas par la police mais par un juge, et aussi protégée pour qu'elle puisse quitter le territoire quand elle le désirait. Elle ne serait jamais inquiétée sur le moindre du monde, et si une procédure devait éclater, on dit si, elle aurait lieu aux États-Unis, il s'en était engagé. Mais le président proposait de faire beaucoup mieux, d'annuler toute procédure qui pourrait partir à l'encontre de Kathleen, ce qui a rassuré l'ambassade des États-Unis et a complètement fermé le dossier en ce qui concernait la version qu'elle a dite de la mort de Claude-François, qui était un petit peu douteuse, puisqu'elle se trouve un moment dans la salle de bain, puis plusieurs années après, elle était finalement au téléphone, puisqu'en 1981, elle raconte qu'elle était au téléphone avec la mère de Claude-François et qu'en arrivant, elle découvre, il était déjà électrocuté. Dans une autre version, en 1978, elle était sur la terrasse avec Marie-Thérèse. C'est Marie-Thérèse qui lui dit « Va voir, Claude est un peu long ». Elle découvre électrocuté. Dans une autre version, elle était dans sa chambre, la chambre de Claude. Il a crié « Help me ». Elle a couru vers la salle de bain. Dans une autre version encore, ils étaient finalement deux. C'était Marie-Thérèse et Kathleen qui ont couru toutes les deux dans la salle de bain. Et dans une autre version encore, c'est finalement Kathleen qui traîne le corps et qui a averti personne, et c'est Marie-Thérèse qui est témoin que devant elle, elle traînait le corps de Claude-François dans ce DVD, la collection officielle Fabien Lecoeuvre. 6 versions de la mort de Claude-François, on étouffe un peu, la vérité s'étouffe. Une vérité avec 6 versions, on suffoque dans cette histoire. Mais le président fut de parole, à cause des relations politiques exceptionnelles entre les États-Unis et puis l'Élysée. Il s'engage auprès de l'ambassade, évidemment, puisqu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, à agir en tant que grand magistrat de France et à bloquer entièrement la procédure. Elle ne sera jamais entendue plus loin que la bouche de Marie-Thérèse qui a parlé pour elle à la police. Précisons ce détail historique qui va vous passionner. Il s'écoule plusieurs mois quand, auprès du micro de France Dimanche, qui récoltait des informations parce que France Dimanche essayait toujours de faire des articles sensationnels, puis certains articles étaient annulés à cause évidemment de la politique, de plein d'autres choses qu'il y avait à côté, ou même de l'actualité, des attentats, des crimes, des hold-up. Donc on partait à France Dimanche sur une page, une grande page ou une demi-page, puis soudain, hop, il y a un hold-up, il y a une urgence, il y a un attentat, il y a un truc.
que ce soit à l'époque, oui, Israël était touché par les attentats, comme partout dans le monde d'ailleurs. Puis soudain, France Dimanche recueille une réponse de Valéry Giscard d'Estaing sur une question, une seule question, puisque je vous ai expliqué que Valéry a donné une très longue interview qui a été en plusieurs séances, qui représente 1h40, peut-être même un peu plus. Et dans cette longue interview, à un moment donné, est tombée la question. La question de la journaliste était de savoir si Kathleen, eux l'appellent Cataline, moi je prononce Kathleen, si elle a été directement impliquée plus que le nécessaire dans la mort de Claude François, et si quelque chose a été caché à un certain niveau, justement parce qu'elle était américaine. Le président répond et s'exprime. Il explique dans la mort de Claude François que s'il ne répond pas aux questions des journalistes, de la télévision, de la radio, c'est parce que personne vient lui demander ou lui pose des questions. Quand on rencontre Valéry Giscard d'Estaing, on pose des questions politiques. Si c'est les présidentielles, on parle des présidentielles. On ne va pas parler en 1981, en pleine présidentielle, on ne va pas parler de la mort de Claude François. On se poserait la question, en quoi est-ce le sujet? Et sans doute que si Valéry avait entendu une question pendant les présidentielles, il aurait envoyé balader les journalistes. Écoutez, c'est pas le moment. On a déjà parlé de ça tant de fois. Mais dans un moment creux politique, qui était pourtant un planning chargé, puisque Valéry avait un agenda très chargé, une question frappe son esprit et il désire y répondre. Il y répond, mais pas en profondeur. On doit reconnaître, et vous allez découvrir cette interview inédite que je diffuse dans cette émission, restez avec nous. On découvre qu'il répond à la question, mais malgré tout, c'est pas vraiment développé. On sent qu'il y a quelque chose qui est caché et qu'il n'a pas voulu lui-même dire. Par contre, il révèle que l'ambassade des États-Unis a téléphoné, a fait pression, a demandé l'arrêt pur et simple, c'est ce qu'il désirait, de cette procédure contre elle. Elle devait quitter le territoire, vite, regagner par prudence les États-Unis. Oui, elle travaille plus pour Claude François, il est mort. Tant qu'elle travaille pour lui, elle a une autorisation de séjour. Puis si elle travaille plus, c'est compliqué sans travail de rester dans un pays à cette époque-là. À cette époque-là, avoir des papiers était obligatoire. Avec la venue de la gauche, certaines personnes n'ont pas de papiers, mais bon, on peut comprendre aussi que certaines personnes sont persécutées dans leur pays, et s'ils n'ont pas de papiers, c'est pas si grave. Ce que reprochent les politiques adverses, c'est les gens qui n'ont pas de papiers et qui viennent tuer des gens en France. C'est ça qu'ils reprochent, les adversaires des politiques. Et ils ont raison. Là, on ne peut pas accepter, parce qu'une personne qui n'a pas de papier peut faire ce qu'elle veut en France, puisqu'elle n'est pas fichée. C'est surtout ça qui fait peur aux politiques d'extrême ou haute, et donc on doit le comprendre. Mais moi, je suis un homme gaulliste, complètement. J'ai jamais voté une seule fois pour la famille Le Pen, mais je ne critique pas ces gens-là. Je suis suffisamment équilibré pour savoir qu'il y a quand même, quand on arrive à un tel niveau de popularité, c'est que derrière, quand même, il y a beaucoup de Français qui rejoignent ce mouvement pour des raisons d'insécurité en France. C'est pas par hasard non plus. Mais là n'est pas la question, on n'est pas là pour parler de politique. Moi je suis un pur gaulliste, vive le général de Gaulle, et aujourd'hui revenons un peu à sa politique, ça nous ferait du bien. Ça éviterait une troisième guerre mondiale avec la Russie. Parce que ces gens-là ont été nos alliés de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas n'importe qui tout de même. Mais oublions l'aspect politique et consacrons-nous dans cette émission à Valéry Giscard d'Estaing. Oui, il confie à cette femme qui a souvent posé tant de questions pour France Dimanche. Monsieur le Président, voilà, parlez-nous, etc. Mais il désire parler le plus possible. Valéry s'exprime, c'est pas un défaut, le silence. Le problème est que ces silences sur la mort de Claude François ne sont pas liés à lui.
Tous les silences qu'il a eus depuis le début de sa mort sont liés uniquement à une volonté du journaliste qui ne pose pas de questions et qui n'en ont jamais posé. Les gens se sont contentés d'une version officielle, au point que lui-même s'est un peu offensé qu'on ne lui pose pas de questions, qui pourrait peut-être remettre en cause la version officielle, puisqu'il ne refusait pas de la remettre en cause immédiatement. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dans son enquête. Il demande une autopsie. Quand on demande une autopsie, c'est que tout de même, on ne croit pas à une électrocution. Si vous demandez l'autopsie de quelqu'un, c'est que l'électrocution, ça passe pas. Il n'y a aucune raison dans un accident, une électrocution où on est tous d'accord, aucune raison de demander une autopsie. Aucune, il n'y en a pas une sur 1 milliard. Mais si un président de la République, au moment où il va arrêter son enquête, décide de revoir un dernier détail, c'est son autopsie, l'autopsie de Claude François, alors on doit se dire, voilà, il y a un problème. Le président ne croit pas à la version officielle. Il n'y croit pas parce que son enquête n'a pas mené le moindre du monde, à la moindre observation, au moindre élément, au moindre détail qui pourrait conforter qu'un homme en 5 secondes a des doigts calcinés sur un monophasé qui était d'une puissance de 3 ampères sur un différentiel. Certaines personnes diront après sa mort des choses qui ne sont pas absurdes puisqu'ils ne connaissaient pas le compteur de Claude François. Ils diront le compteur ne disjonctait pas, c'est vrai. Il n'avait pas de prise de terre, il n'avait pas de système de terre, pardon, c'est vrai. Mais ce que ces gens ignorent, c'est que ce compteur n'est pas un compteur individuel autorisé par EDF dans ses habitations de multiples personnes. Ce compteur est un sous-compteur relié à un général appartenant à EDF qui lui possède, et oui, une descente en terre de sécurité contre les tonnerres. Heureusement que quand même le 16e arrondissement, des appartements de 20 millions d'euros aujourd'hui, heureusement, il n'y a jamais eu d'incendie à cette époque-là. Le tonnerre n'est jamais tombé au 46 boulevard Exelmans ou même dans tout le boulevard. Pourquoi il n'est jamais tombé, le tonnerre? Parce qu'il y a des paratonnerres dès 1970. Mais sur le général, Valéry avait expliqué en détail il avait expliqué en détail la Terre existait, elle est même dit dans certains films de Louis de Funès. Il en parle. Dès 1970, tout le monde connaissait la Terre. Mais la Terre, c'était pas une prise de terre. La Terre, à cette époque-là, descendait dans les sous-sols et s'évacuait. Il s'agissait d'un câble. Plus tard, la Terre deviendra un branchement avec 3 trous. Mais à cette époque-là, c'était un câble qui descendait directement, un câble de sécurité qui représentait la Terre. Le compteur de Claude François était un sous-compteur. D'ailleurs, c'était pas un compteur. C'était un sous-compteur qui allait vers une direction, l'unique compteur général qui raccordait tous les compteurs de tous ses voisins. Et dans tous ces compteurs, pour les sécuriser, il y avait un disjoncteur général, puisqu'il existait que sur quelques compteurs d'EDF, pour des bâtiments chics, ou même des HLM. Les HLM possédaient déjà le disjoncteur aussi, dès 1975. Ce disjoncteur très très précieux aurait dû disjoncter, selon EDF, le général aurait dû s'arrêter. Mais de toute façon, l'électricien, en expliquant à Valéry Giscard d'Estaing que l'éclairage était relié sur du 5 ampères et qu'avec la vitesse du disque qui tourne, c'était un ampérage de 3 ampères à cause des 2 canaux. Il y avait 2 canaux. On dit qu'il y avait 2 canaux de 5 ampères. 5 ampères ou 1 de 3 et 1 de 5? Pourquoi y aurait-il 2 canaux de 5 ampères? Si on a besoin de régulariser la puissance de la consommation, il est préférable d'utiliser un ampérage plus bas sur un canal qui peut bifurquer sur l'installation pour faire des économies. On ne comprend pas trop ce mécanisme de différentiel qui n'a jamais été bien expliqué par EDF. Mais le fait est que l'électricien explique à Valéry que Claude s'est électrocuté sur un 3 ampères. Et donc, cette mort a été créée par quelqu'un.
Mais après plusieurs semaines, Valéry Giscard d'Estaing reçoit ce coup de téléphone, il rassure l'ambassade, on sait que l'appel a duré environ 30 minutes, ça m'a été bien expliqué par Wetzel, une longue conversation d'environ 30 minutes, et que dans ces 30 minutes, le président a rassuré le territoire étranger, les Américains, qu'il n'y aurait pas de procédure contre Kathleen. D'ailleurs, il ne voyait pas pourquoi il y aurait une procédure contre elle. Qu'on comprenne une chose, on n'accuse pas Kathleen d'avoir assassiné Claude François sur du 3 ampères, n'explosez pas de rire. On ne peut pas l'accuser d'avoir monté un piège pour carboniser les doigts de Claude François sur du 3 ampères. On ne voit pas comment elle serait coupable. Elle ne peut pas avoir tué Claude François. Mais il révèle que dans le journal de la mort de Claude, l'Élysée était informé que Claude François n'était plus en ménage avec elle et que c'était la rupture cette nuit-là. Claude avait rompu avec elle et que, par sécurité, cette rupture n'est pas apparue dans l'enquête pour protéger Kathleen. Parce que si dans l'enquête c'était apparu, c'est-à-dire dans le final de la procédure des juges, les juges auraient pu la convoquer, la questionner et dire oui mais voilà, dans le journal de mort on explique qu'il avait rompu avec vous. Et vous, dans votre témoignage, vous êtes sa future femme avec plusieurs enfants. Il a changé la vie, c'est possible, il peut avoir changé la vie en 1 heure. Mais pourquoi dans ce cas-là, quand il est arrivé cette nuit-là, il vous a redemandé les clés de son appartement et vous avez rétorqué que vous avez oublié de lui rendre ses clés. D'ailleurs, Kathleen avait gardé un double, dira-t-elle à Claude. J'ai gardé un double de tes clés. Il ne savait pas qu'elle avait un double. Elle s'excuse et lui redonne le double de ses clés de son appartement. Une rupture peut-être, une dispute, une mésentente. On ne sait pas cette nuit ce qu'il a dit à Kathleen, puisque le témoin qui a révélé ça à la presse, à ce moment-là, quitte l'appartement de Claude. Ce témoin pourrait être Marie-Thérèse en personne. Difficile de dire, puisque ce témoin l'a confié dans la plus grande discrétion pour le journal de mort, et visiblement a voulu que son nom soit protégé. Ainsi, le journal de mort n'a pas révélé ce mystérieux témoin, mais a publié toute l'histoire intégrale. À cette époque-là, on a le droit de se protéger derrière l'anonymat, et puis que son nom n'apparaisse pas dans la presse pour éviter les ennuis, les attaques de fans, un risque de procédure de police ou autre. C'est la presse qui publie dans le journal de mort que Claude a eu une altercation avec Kathleen. D'ailleurs, quand il arrive, il y a une lumière sur la porte et il pense à un cambriolage cette nuit-là du 11 mars 1978. Il se met sur ses gardes, il est prêt de repartir, quand il se dit peut-être qu'il serait bon d'affronter la situation plutôt que de toujours fuir. Avec courage, il ouvre la porte et découvre face à lui Kathleen. Il pète un peu les plombs, c'est une expression française. Kathleen expliquera, on verra cette interview plus tard, que quand il est entré dans l'appartement, les plombs ont sauté de l'appartement. Mais on pourrait voir la chose tout à fait autrement. Le fait qu'il a lui-même pété les plombs, une expression française, et qu'il tend sa main et explique à Kathleen de lui redonner ses clés. Mais avant, il lui pose la question « Comment es-tu entré dans mon appartement ?» Kathleen explique un peu embarrassée puisqu'elle ne devait pas l'attendre dans l'appartement. Elle était logée au Moulin à l'époque ou chez son amie. Explique qu'elle avait oublié de lui dire qu'elle avait fait un double de ses clés et qu'elle avait conservé ce double et elle était passée à l'appartement récupérer quelques affaires qui lui appartenaient. Claude est un petit peu sur les nerfs. Kathleen, redonne-moi les clés de mon appartement. Kathleen tend le trousseau de clés, Claude les récupère. Voilà la vraie histoire, explique Valéry Giscard d'Estaing. Il n'explique pas ce détail que la presse a publié, mais il fait référence à l'article de presse. Il explique que c'était dans le journal de mort, précise-t-il.
qu'il y avait une rupture entre eux deux. C'est dans le journal de mort que c'est dit. Et il le rappelle dans son interview auprès de France Dimanche. Il le rappelle que l'information était dans le journal. Je crois que Valéry dit « Avez-vous lu le journal ?» ou « C'était récemment dans le journal ?» Enfin, il dit quelque chose comme ça. Mais vous me direz, on va conclure cette émission, on verra les autres épisodes. En tous les cas, je vous le souhaite. Alors, que va-t-on apprendre dans cette émission? Dans cette émission, c'est pas moi qui vais vous apprendre quelque chose, c'est le président des Français, Valéry Giscard d'Estaing, qui va vous apprendre le cœur de son enquête, et je crois le plus grand secret qui existe. Il a volontairement usé de son pouvoir politique en tant que premier magistrat de France pour annuler toute possibilité au juge d'entendre Kathleen. Cela alors explique l'incohérence du dossier de procédure. Vous me direz, Marc Harriman, comment ça il y a une incohérence dans le dossier de procédure? Peux-tu nous éclairer? Quelle incohérence? Eh bien, souvenons-nous des autres épisodes. C'est Marie-Thérèse qui s'approche près de la police et qui parle un anglais conforme à celui de Kathleen et qui effectue toute la traduction en français pour la police qui ne comprenait pas son accent mâchouillé. La police parlait un peu anglais, mais c'était pas une époque où les policiers parlaient couramment l'anglais. Maintenant, tous les policiers parlent anglais, même plusieurs langues. Voilà une petite note positive pour la police qui leur fera plaisir. C'était Marie-Thérèse qui avait effectué les 2 témoignages de mort de Claude. Et selon sa bonne foi à elle, elle avait dit la vérité. Kathleen lui avait dit ça, et elle retranscrit exactement ce qu'elle avait entendu. Mais c'était une incohérence dans le dossier de procédure. Et donc forcément, quand le dossier est arrivé devant le juge, un juge en ouvrant le dossier aurait dû dire, puisqu'on fait quand même des procédures sérieuses, où est le témoignage de Kathleen écrit de sa main. Nous avons un témoignage de Marie-Thérèse, c'est elle qui a effectué les 2 témoignages. On ne peut pas dans un tribunal de droit français avec des règles accepter qu'un témoin soit l'unique témoin de sa mort. Où est le témoignage de Kathleen? Vous ne l'avez pas. C'est donc Marie-Thérèse qui a fait tous les témoignages. Eh bien nous, nous dans le palais de justice, en tant que juge, il y a une vice de procédure, une erreur de procédure, on doit la convoquer. On doit la convoquer, on doit l'entendre à nouveau. Donc convoquez-la et qu'on recueille enfin son témoignage et pas son témoignage à travers la bouche de quelqu'un d'autre. C'est là l'incohérence de cette procédure de 1980 et 1981. L'incohérence, c'est que quand le dossier arrive sur le bureau du juge, il ne peut pas prendre cette procédure sans un témoignage verbal de la personne qui soit signé de sa main ou au moins écrit de sa main dans sa langue. Si elle a des difficultés à parler sa langue, le choc émotionnel, voilà, oui, la mort de Claude François était quand même bouleversante, choquante. Peut-être en toute bonne foi, elle n'arrivait plus à s'exprimer. Mais c'est très étonnant qu'elle n'arrive pas à s'exprimer devant la police puisqu'elle tremblait, ses jambes tremblaient, et quand Marie-Thérèse va effectuer les 2 témoignages, elle ne tremble plus et s'exprime beaucoup mieux. Mais l'incohérence de ce dossier, c'est qu'à un moment donné, on doit le dire, le juge va recevoir c'est-à-dire le dossier de l'enquête, il va recevoir ce dossier sur son bureau. Quand il va ouvrir le dossier, on est en France. En France, il y a des règles de justice. Quand il va lire le dossier, il va avoir des documents écrits, Le juge, s'il fait bien son travail, il va dire à la police, il peut ordonner, vous le savez, un juge a le droit de le faire. Il peut demander qu'une personne soit entendue à nouveau si le dossier n'est pas complet. Et dans la mort de Claude François, à partir du moment où Marie-Thérèse effectue les 2 témoignages, ce dossier est incomplet. Il n'est même pas recevable, il est irrecevable dans un tribunal. Alors, s'applique alors le droit et la loi. Le juge est pratiquement dans l'obligation sur une affaire aussi grave de la mort de Claude François, puisque ne figure pas, ne serait-ce qu'un témoignage écrit de la première personne intéressée
L'unique témoin, au départ, c'est Kathleen, c'est elle qui prétend être dans la salle de bain. Marie-Thérèse, elle, était sur une terrasse. Quand elle entend un cri, elle n'a jamais rien vu du témoignage de Kathleen, que Claude a redressé une applique ou qu'il a changé une ampoule. Parce qu'à l'époque, Kathleen insiste sur le fait que Claude a touché la lampe. Il n'a pas touché l'applique, il n'a pas redressé l'applique. Dans la procédure apparaît la vraie version, il a changé une lampe. La lampe clignotait. C'est en touchant la lampe qu'il s'est électrocuté à travers le vitrage de la lampe, où les mains mouillées ont réussi, on ne sait pas comment, à traverser cette lampe. Peut-être par le système magnétique et la puissance magnétique de l'électricité qu'aurait pu alors atteindre ses doigts, pourquoi pas. On dit que parfois les choses sont magnétiques, les pulls ou autres, pourquoi pas. Mais à un moment donné, quand le juge, et comprenez-moi bien, reçoit sur son bureau ce dossier, s'il fait bien son travail, on est dans une république de droit, où on ne peut pas bâcler une telle procédure. On ne peut pas dire que Claude François est mort à partir d'une seule personne. Une personne qui était sur une terrasse et qui n'a rien vu de cet accident. Forcément, s'il est absent, oui, c'est absent, c'est complètement absent, ce témoignage de Kathleen. Il n'est même pas écrit, il n'est même pas verbal, il n'est même pas enregistré par une caméra ou même par un magnétophone. La police pouvait au moins cliquer sur un magnétophone pour dire c'est pas grave, on enregistre, on trouvera quelqu'un qui parle votre langue, on vous écoute. Enregistrement, on vous écoute. Donc, à un moment donné, parce qu'il y a quand même des règles en justice, quand le juge reçoit ce dossier, vous avez compris maintenant, sur son bureau, quand il va lire tout le dossier, à un moment donné, il va dire à la police, puisqu'il a le droit de le faire, convoquer Kathleen, bon lui il dira Cataline, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle en France, convoquer Cataline et poser-lui quelques questions, recueillir un témoignage écrit ou enregistrer son témoignage, bien qu'à l'époque l'enregistrement audio n'est pas valide en justice, sauf si cet enregistrement est produit par la police elle-même. Ça, c'est différent, ça peut être reçu, mais pas un témoignage qui serait produit par des plaisantins qui pourraient monter des audios, etc. Ce genre de témoignage en justice n'a pas de valeur juridique. Mais à cette époque-là, quand la police est sur place, ils n'enregistrent pas Kathleen. Ils n'enregistrent pas Kathleen, ils ne font pas de photos d'elle. Ça peut se comprendre. Elle était dans un sale état. Ils recueillent tout le témoignage de l'histoire à partir de Marie-Thérèse, et là quand le juge reçoit ce dossier sur son bureau, forcément, on comprend ce coup de téléphone de l'ambassade des États-Unis. Forcément, Kathleen va être impliquée dans la mort de Claude François et sera convoquée et entendue par un juge. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'en existe pas d'autre dans cette procédure. D'où l'inquiétude dans l'ambassade de prendre contact avec le président pour stopper cette partie de la procédure. Le président, à cause de ses relations, on le sait, il a été l'ami de Jimmy Carter, on le sait tout ça, à cause de ses relations politiques avec divers présidents des États-Unis et des milliers d'hommes politiques à travers le monde. Il avait des relations jusqu'en Afrique, les fameux diamants, cette histoire qui lui a valu tant de problèmes, et peut-être même son poste de président. Ah, les fameux diamants. Quoi qu'il en soit, les Africains, c'est vrai, on les mine de diamants. Alors qu'ils achètent un président français, pourquoi pas. Mais là n'est pas la question. Il n'y en a pas qu'un qui s'est fait acheter dans l'histoire de France, rassurez-vous. Non, le problème n'est pas d'impliquer le président dans l'affaire des diamants, qu'on doit un peu oublier. Mais lui, c'est vrai qu'à cette époque-là, il est un peu cool, Valéry. Il donne son engagement auprès de l'ambassade des États-Unis, qu'il n'y a pas de problème. Kathleen n'est pas impliquée dans la mort de Claude François, elle ne l'a pas assassiné. On n'a pas trouvé de câble qui aurait été monté, qui partirait du four vers son applique pour le tuer. Si un piège avait été fait, on l'aurait découvert. N'oublions pas que quand Claude meurt dans son appartement, Kathleen est quand même isolée par la police. Elle ne peut pas avoir accès à la salle de bain et trafiquer ou retirer un câble qu'elle aurait elle-même monté. Non, Valéry ne pensait pas du tout que Kathleen
avait monté une tentative de meurtre contre Claude François. Il n'a jamais pensé ça. Personne n'a jamais pensé ça, même moi. Je vous ai jamais dit qu'elle avait tué Claude François. Je vous ai dit qu'elle était une potiche dans l'affaire. Une potiche peut paraître méchant, mais c'est un terme français qui veut dire elle est dans le décor. Elle nous présente dans le décor une histoire qui n'existe pas. Elle est la future femme de Claude François avec 7 enfants. Quand quelques heures plus tard, on imprime dans le journal de sa mort que Claude, cette nuit-là, lui demande les clés de son appartement parce que c'est la rupture. Il en a marre. Il est même déçu qu'elle avait gardé un double sans le prévenir. Mais on doit rester sur la version officielle. Plus d'autres possibilités pour Valéry Giscard d'Estaing qu'admettre finalement Kathleen, sa version tient la route. Elle est la future femme de Claude, aura 7 enfants et comme les meilleurs dessins animés de Walt Disney, ils se marieront, seront très heureux et auront beaucoup d'enfants. Mais heureusement, dans certains films de Disney, on voit quand même aussi des couples qui se brisent. On n'est pas dans la vraie vie dans un dessin animé. Mais Walt Disney nous fait rêver et c'est ça qui compte, c'est de rêver. Maintenant, je vais vous quitter avec les confidences intimes de Valéry Giscard d'Estaing où il explique que c'est pas lui qui ne désire pas parler de la mort de Claude François, c'est vous le problème. C'est les journalistes, c'est la télévision, c'est vous qui ne posez pas de questions sur sa mort. Parce que lui, il est tout à fait disposé d'en parler et de même rendre public le plus de choses si on lui demande. Mais quand Valéry rend compte des journalistes de télévision ou de radio, c'est toujours les mêmes questions. Ce sont des questions politiques. Et 6 mois après la mort de Claude François, mais plus personne n'aurait eu l'idée de poser des questions sur la mort de Claude, sauf dans un temps creux, France Dimanche, qui eux continuaient de publier, puisqu'ils ont publié Le cercueil volé de Claude François, ils ont publié aussi Kathleen dévalisée dans l'appartement où elle s'est fait voler ses affaires, elle a été cambriolée dans l'appartement de Claude où elle vivait, elle s'est fait cambrioler, elle a déposé plainte. À un moment donné, on pense que Kathleen est menacée pour sa vie, il est temps qu'elle quitte le territoire français, et la police lui dit que maintenant, il est temps qu'elle s'en aille. Parce que si elle commence à être cambriolée, s'il y a des menaces contre elle, on ne veut pas qu'un citoyen américain se retrouve assassiné par un gang. C'est à ce moment-là, à cette période, que Kathleen ne peut pas rester en France, après ce cambriolage de l'appartement de Claude où elle vivait. Elle se cachait dans la rue, mettait des foulards, des grosses lunettes, elle avait peur. On prend en haut lieu la décision que Kathleen doit quitter le territoire français pour rejoindre et oui, sa nation où elle a vécu toute son enfance, où elle est née, les États-Unis. Et puis d'ailleurs, c'était pas plus mal. L'affaire commençait à devenir un vinaigre, cette histoire. On n'était plus dans un bon vin dans la mort de Claude François, on était dans un petit vinaigre qui tourne. Le vinaigre avait tourné dans sa mort. Même Kathleen commençait à être menacée, ce qui prouve, dans un sens, qu'elle était évidemment innocente et qu'il y avait tout un gang derrière, celui qui avait menacé Claude, qui continuait de menacer sa bien-aimée, car à un moment donné, il a aimé Kathleen. Et il l'a dit à Jacques Harvey. 3 jours avant sa mort, il explique qu'il aimait Kathleen, mais que c'est fini avec elle. Il le dit 72 heures avant sa mort, qu'il n'y a plus rien avec Kathleen. On a un témoin, Jacques Harvey. Regardez les autres émissions. Son très beau livre d'ailleurs. Et oui, ce livre est écrit en la mémoire de son ami Claude François. Je vous retarde pas, je vais couper ma caméra. On va écouter Valéry Giscard d'Estaing. Il va nous confier le cœur de cette enquête et même entre finalement presque dans le secret de l'Élysée. C'est lui qui décide d'arrêter l'enquête en ce qui concerne Kathleen. Parce que on doit être conscient, je vous demande d'être très attentif et écoutez bien, on doit être conscient que s'il n'avait pas arrêté lui-même cette enquête, à 100%, elle aurait été convoquée, Kathleen. Pas d'autre solution parce que le dossier était incomplet. On ne peut pas en justice en France recevoir un seul témoignage de la mort de Claude François et établir l'autre à travers la même personne. Et donc, avec un dossier incomplet, forcément,
C'était une obligation de la convoquer et de revoir tout ça au tribunal, en plus quelques mois après, où elle était un petit peu plus détendue, pouvait peut-être enfin parler un peu plus de la mort de Claude et révéler d'autres choses qu'elle avait gardées pour elle. Parce que c'est pas rare que quand quelqu'un meurt dans un appartement, on garde des choses pour soi, on n'ose pas en parler, un peu la timidité, peur d'être impliqué aussi. Si je dis ça, je vais être impliqué, si je dis ça, on va m'impliquer, si j'étais là à ce moment-là, on va m'impliquer. Pourquoi Geneviève Leroy part ? Pourquoi tant de personnes sont parties, comme cette fille qui téléphone à Marie-Josée, qui parle d'un autre accident. Claude a glissé dans sa salle de bain, il a une bosse sur la tête, il ne s'est jamais électrocuté. Et elle téléphone à la sœur de Claude François, sur son téléphone rouge. Tous ces témoins avaient besoin d'oxygène, ils ont décidé de partir des lieux, c'est la peur. Peur de la police, elle fait peur, la police de Paris de cette époque. La peine de mort existe en France. C'est François Mitterrand qui a aboli la peine de mort. Elle existe, cette peine de mort. Et si jamais on découvre que quelqu'un a assassiné Claude François dans son appartement, il peut prendre la chaise électrique. Vous allez me dire, oui, aux États-Unis, c'est la chaise électrique. Bon, en France, si une femme a fait une telle chose, c'est rare quand même. Hein. La mort d'une femme par exécution, c'est très rare. Même dans l'histoire, je ne sais même pas aux États-Unis s'ils exécutent certaines femmes. C'est quand même très rare. Mais la peine de mort existait en France. Et on comprend mieux alors ce coup de téléphone de l'ambassade des États-Unis. Notre citoyen américain, Cataline, doit retourner dans son pays. Stopper la procédure. Il y a la peine de mort en France. Peur peut-être qu'on essaie de l'impliquer, mais on sait qu'on n'aurait rien trouvé sur elle. On n'a pas pu trouver autre chose qu'une potiche dans un décor qui raconte l'histoire d'un frère qu'elle a eu, qui s'est électrocuté des mois avant Claude, qui lui aussi était dans une salle de bain tout nu, qui a redressé une applique. C'est la même histoire identique. C'est cette histoire qu'elle raconte en pleurant avec autant de foi et autant de confiance dans sa vérité. Elle raconte l'histoire de son frère, l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'elle a de l'émotion. Parce qu'elle a vécu une autre électrocution bien plus grave que celle de Claude François, puisqu'il est resté paraplégique. Au moins Claude, lui, il est mort. Il n'a pas souffert. Il n'a pas terminé sa course dans un fauteuil roulant. Regardez les autres épisodes, le frère de Kathleen électrocuté dans les mêmes circonstances que Claude François. Mais tout ça dans le dossier d'enquête du juge. Peut-être on aurait demandé une petite enquête aux États-Unis, découvert ça, découvert encore ça. Et là, Kathleen aurait été dans un embarras le plus complet si on lui avait posé la question. Vous avez un frère qui s'est électrocuté dans une salle de bain, il a vu un objet bouger tout seul, il est paraplégique dans un fauteuil roulant, et vous avez Claude François, votre futur mari, avec 7 enfants, dont la presse explique que vous êtes en rupture, et dont Jacques Harvey nous explique dans son livre que Claude, 3 jours avant sa mort, expliquait qu'il n'est plus avec vous, que vous lui donnez une photo de temps en temps, il ne vous voit même plus, il ne vous rencontre même plus. Et vous arrivez, vous expliquez que finalement tout ça est oublié, vous êtes sa future femme avec plein d'enfants, et le rêve se réalise. Et pourtant, cette nuit-là, ce rêve, on a du mal à y croire quand Claude vous redemande les clés de son appartement. Toutes ces questions n'ont pas pu, de la part du juge, être présentées à Kathleen, puisque Valérie bloque l'enquête pour qu'elle s'en aille le plus vite possible du territoire, parce que malgré tout, elle était chargée dans cette affaire, elle était très chargée, elle aurait eu à répondre à beaucoup de questions, beaucoup. Finalement, peut-être c'est pas plus mal qu'elle n'ait jamais répondu à certaines questions, puisqu'elle est dans un décor, elle raconte une histoire. Elle est là, comme elle était là dans la presse de Podium, où le rédacteur expliquera à une fan, quand il a répondu « Non, mais Claude François ira jamais jusqu'au mariage avec elle. On pense pas qu'il en arrivera jusque-là. C'est du people. C'est de la presse sensationnelle pour vendre du bouquin. » Claude, dans des notes de service, explique qu'elle joue un rôle, Kathleen. Elle joue le rôle de la fiancée de Claude François et elle doit être bien payée pour ce rôle, explique-t-il dans une note de service assez terrifiante, où il la décrit comme un membre du personnel. Elle travaille pour lui, elle a des factures, c'est une employée.
Elle travaille pour Claude. C'est un mannequin qui l'a embauché à Girl Model. Elle bosse pour lui. Il la paye. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a pas de photo d'amoureux qui serait gratuit entre eux deux. Même la moindre photo où elle est dans ses bras, elle se fait payer. Elle a été engagée à une époque où un journaliste avait fait des révélations terrifiantes, que Claude avait été surpris au bois de Boulogne avec un noir en train de faire des petites cochonneries. Claude était arrivé en colère, il voulait tuer le journaliste. Et d'ailleurs, sa sœur a elle-même raconté cette histoire. Et puis il s'est repris et a menacé le journaliste que tout ça n'avait jamais eu lieu. Que c'était un article, d'ailleurs sans photo, on doit le dire. Il n'y avait aucune preuve, même photographique, de tous ces boniments de presse. On n'arrête pas de dire que les stars sont impliquées dans toutes sortes d'histoires où la plupart sortent pas de chez eux. Si on écoute Sophie Marceau, elle couche avec tout le monde, elle a des aventures avec tout le monde. Voilà, sa vraie vie, elle est très seule. Et des aventures, elle en a eu quand, la dernière? La dernière qu'elle a couché avec un homme, c'était quand? Il y a 10 ans? Alors n'écoutez pas le people, c'est beaucoup des conneries. Et en français, on dit pipeau. Pipeau, c'est la déformation de people en anglais. Comme on parle très mal l'anglais en France à cette époque-là, on disait c'est du pipeau. Ce qui voulait dire c'est du people. C'est donc une preuve que les Français savent pas parler anglais. Quand nous, on veut dire qu'une histoire est pas vraie, on dit c'est du pipeau. Ça veut dire c'est du people. Le compte-rendu du tribunal est enfin connu. En 1983, on savait pratiquement toutes les réponses, et pourtant il demeurera une énigme dans le dossier de procédure, une énigme inexplicable en France, qui n'aura jamais de réponse. Et on va se quitter, on va écouter Valéry Giscard d'Estaing, mais avant, écoutons aussi ma conclusion maintenant. Ce qui n'aura jamais de réponse dans la mort de Claude, c'est ce dossier très énigmatique, avec un témoin qui effectue tous les témoignages de sa mort, et dont le juge qui avait le dossier sous les yeux n'a pas convoqué Kathleen, n'a jamais obtenu son vrai témoignage. Et plus fort, on va l'entendre son témoignage dans un film documentaire de Samy Pével, où Kathleen se fait payer le paquet pour le film. Elle touche le paquet pour le film. Était-elle sous contrat exclusif avec Samy Pavel, et aurait-elle dit au juge, si elle avait été convoquée, « Je ne peux rien vous dire sur la mort de Claude. Regardez mon contrat d'exclusivité avec Samy Pavel. Vous saurez tout en regardant le film. » Et maintenant, restez avec moi, parce que nous allons écouter le président des Français dévoiler sans doute le plus grand mystère, le cœur profond de cette enquête. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Restez avec moi, je dois couper la caméra et puis lancer l'interview. Ne partez pas. Monsieur le Président, question pour France Dimanche. Selon vous, Kathleen, la fiancée donc américaine de Claude François, a-t-elle quelque chose à se reprocher dans cette affaire? Et il paraît que l'Élysée aurait subi quelques pressions de l'ambassade des États-Unis. Pouvez-vous nous en toucher un mot ou est-ce trop confidentiel? Je vais vous répondre sans détour. Je n'ai pas rendu la mort de Claude François plus confidentielle que ça. C'est les journalistes, que ce soit en télévision, en radio ou dans la presse, qui ne m'ont posé aucune question sur Kathleen. Il est vrai que l'Élysée a subi quelques pressions, puisque j'ai dû prendre mon téléphone et régler un certain problème vis-à-vis de l'ambassade des États-Unis, où j'ai reçu un coup de téléphone un petit peu étrange, où on me suppliait de ne pas impliquer Kathleen, la fiancée légitime de Claude François, selon la presse, mais selon notre enquête,
Rien n'est aussi clair puisque nous savons par son journal de mort, qui a été publié récemment, que cette nuit-là, M. François a clairement dit à sa fiancée de lui redonner les clés de son appartement et visiblement, ils étaient impliqués tous les deux dans une rupture. Cette rupture n'est pas apparue dans la procédure. Au départ, c'était mon intention, mais l'ambassade des États-Unis a fait pression pour nous demander que, dans la mesure où il pourrait y avoir un procès et où le citoyen américain Cataline soit donc menacé ou peut-être projeté, selon eux, par erreur ou peut-être même par médisance ou tout simplement qu'une procédure l'impliquerait directement dans la mort de Claude François, il serait préférable que le procès ait lieu aux États-Unis et qu'il n'y ait aucun procès en France. J'ai donc expliqué qu'il n'était pas question de la poursuivre à titre individuel. Il y a deux témoins, il y a Marie-Thérèse, puis il y a cette fiancée, c'est vrai, sortie de presse. C'est une fiancée de presse parce que dans l'enquête, nous avons déterminé que par rapport à un autre témoin qui s'est manifesté auprès des journalistes, M. François était en rupture avec elle la nuit même de sa mort. J'ai rassuré l'ambassade qu'il n'y avait pas d'intention de l'Élysée de l'impliquer dans un crime lié à ce grand artiste qui nous quitte bien jeune et qui laisse orphelin des millions de Français et de sa musique et de son talent artistique. Je pense avoir rassuré l'ambassade des États-Unis sur le fait qu'il n'était pas possible de poursuivre individuellement une seule personne puisqu'il y avait deux témoins. Mais nous avons reconnu dans l'enquête que sa version sur le fait qu'elle devait un jour épouser Claude François, avoir des enfants avec lui, nous n'avons pas partagé cette vision de sa vérité. Parce que, comme l'a expliqué le journal de sa mort, je pense que vous l'avez lu, puisque vous travaillez à France Dimanche, il est clairement expliqué, clairement dit, que M. François, dans la nuit, s'est donc fâché avec Cataline et lui a redemandé les clés de son appartement. Visiblement, il amorçait avec elle une fin de leur histoire. Mais par rapport aux bonnes relations politiques et diplomatiques avec les États-Unis, j'ai annulé toute implication de cette jeune fille qui pourra quitter le sol français très prochainement et refaire sa vie dans son pays. Merci, Monsieur le Président, de votre réponse.